nous allons tenir une conférence de presse. Et nous, quand on dit conférence de presse, ce n'est pas déclaration à la presse. Ça veut dire que nous allons faire une présentation qui peut être un tout petit peu longue, mais nous demanderons à nos amis journalistes d'être patients et attentifs surtout, parce qu'il s'agit d'un débat extrêmement sérieux, technique, et je pense qu'il est temps, après les réactions des voix autorisées, notamment le ministre de l'économie et des finances d'abord et le Premier ministre ensuite, qu'aujourd'hui, enfin, le débat sérieux puisse s'ouvrir, parce que jusqu'à présent, c'était des seconds couteaux qui intervenaient. Nous allons essayer de nous livrer à un exercice assez difficile, c'est-à-dire parler de ces choses-là en évitant de nommer, puisque souvent on parle de nous sans nous nommer. Nous allons essayer de respecter cette réciprocité. Je crois que c'est un art chez nos politiciens auquel nous n'étions pas habitués. Je m'en vais d'emblée évacuer une question, puisqu'hier, une certaine presse a fait état de mon recrutement par l'USAID, je ne sais à quel titre. Je tiens d'emblée, pour éviter que ça revienne dans les questions, à dire que je n'ai jamais eu de contact ni de près ni de loin avec cette organisation. Et je ne suis pas intéressé par ce genre d'activité. D'un autre côté, vous nous permettrez quand même d'apporter notre soutien à un camarade, Guy Marius Sagna, qui est le coordonnateur de la coalition Non aux APE, qui au moment où on parle est dans les liens de la détention de manière abusive, parce que simplement il y avait une manifestation, une marche qui était prévue contre les APE, prenant prétexte de la venue du Premier ministre français au Sénégal. Déplorer également la situation qui prévaut dans les milieux carcéraux du Sénégal et qui ont abouti à cette situation inédite d'une mutinerie qui a coûté la vie à un nombre de personnes pour le moment indéterminé. C'est dommage parce que nos gouvernants ont d'autres priorités que les questions sociales de fond dans ce pays. Il en est ainsi de l'enseignement et de l'éducation, de la santé, où les gens meurent dans nos hôpitaux. Et pendant ce temps, on met beaucoup de milliards à faire sortir des murs parce qu'il faut des choses visibles pour avoir un second mandat. Ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est-à-dire une conférence de presse qui va principalement porter sur la question de la gestion de la ressource pétrolière et gazière du Sénégal. Nous avons tous suivi la déclaration du gouvernement qui a essayé de se laver à grande eau et qui en a profité pour se livrer à un exercice qui n'a pas sa place dans un débat d'idées, c'est-à-dire un exercice ou une tentative d'intimidation par des menaces directes. Nous pensons que dans un débat d'idées et démocratique, il n'y a pas de place pour ce genre de comportement. Soit on a des arguments, on les fait valoir, soit on n'en a pas, on abdique et on considère qu'on a tort. Depuis des temps que nous nous prononçons sur un certain nombre de questions, nous avons toujours dit, si des gens s'estiment diffamés, injustement attaqués ou salis, ils ont toute la latitude de porter ces affaires-là devant les tribunaux. Tout cet exercice de communication en réalité qui a duré plusieurs minutes, sur, en tout cas dans la version papier, une communication qui fait près de 6 pages, en réalité a été un exercice de blanchiment de Petrotim, dont le gérant se trouve être M. Aliou Sall, qui lui-même se trouve être le frère du président de la République. Tout l'exercice, tout ce qui a été dit avait une seule finalité, c'est de blanchir cette entreprise-là
et évidemment toutes les irrégularités qui tournent autour de cette entreprise, depuis l'octroi des permis jusqu'à la cession des parts. Vous aurez remarqué que dans la déclaration du gouvernement, à la page 4, je crois, c'est à partir de la page 4 que le débat est escamoté. Je cite ce qui a été dit. C'est ce qui est important, comme il en est d'usage dans le secteur, par un acte dénommé Farmouth Agreement ou accord d'affermage ou de cession de parts, Timis Corporation, qui a eu par la suite à racheter la société chinoise à Petrotim Limited, a procédé à la cession à Cosmos Energy de ses 60% de ses droits et obligations de travaux sur les 2 permis d'exploration de Caire Offshore Profond et Saint-Louis Offshore Profond. Voilà le seul paragraphe qu'il fallait retenir de cette déclaration qui a été faite à la presse. Et c'est ce seul paragraphe que nous allons décortiquer, commenter et vous démontrer en quoi l'exercice était un exercice de blanchiment. Il n'était pas nécessaire de citer Cosmos dans cette affaire-là, puisque l'acquisition des 60% de Cosmos, de Timis par Cosmos, il n'y a rien à dire, sauf à réclamer, évidemment, les conséquences fiscales que nous n'avons jamais cessé de réclamer, d'ailleurs, dans toutes nos correspondances. Pourquoi, dans la manière de frapper cette phrase, vous vous rendrez compte qu'on ne parle de Petrotim que en passant. On vous dit ce qui est important, comme il en est d'usage dans le secteur, par un acte dénommé Farmouth Agreement ou accord d'affermage, Timis Corporation, qui a eu par la suite à racheter la société chinoise à Petrotim. C'est fini. Tout le reste, on vous parle de Cosmos, on vous parle de Cairn, on nous parle de ConocoPhillips. Nous n'avons pas de problème avec ces entreprises. Pour une déclaration d'autant de pages. Tout le débat sur la gestion pétrolière depuis qu'on a démarré dans ce pays a concerné une seule entreprise, c'est-à-dire Petrotim. Et dans cette déclaration, on a essayé de passer en vitesse et d'absoudre Petrotim. De quoi il est question? Dans la déclaration du gouvernement, il y a des aveux de taille qu'il faut noter. Le gouvernement en a profité pour publier un certain nombre d'actes. Tout ce qui a été publié, c'est des contrats et des accords. Des contrats et des accords. À aucun moment, le gouvernement n'a publié les décrets, les fameux décrets. Les 2 décrets qui posent véritablement problème, c'est-à-dire le décret numéro 2012-596 et le décret numéro 2012-597 du 19 juin 2012 qui ont attribué les 2 blocs à Petrotim, c'est-à-dire quelques mois après l'arrivée au pouvoir du régime actuel. Nous avons fait toutes les recherches, il est impossible de disposer de ces décrets. On peut trouver d'autres décrets dans la gestion pétrolière. J'en ai même fait copie de certains qu'on vous distribuera. Mais pour ce qui concerne Petrotim, on n'a qu'un seul décret, et c'est le décret qui a prorogé, le décret de prorogation de la concession à Petrotim. Et c'est un décret de 2013. Donc, ce que la presse et tous les Sénégalais doivent demander au gouvernement, c'est transparence pour transparence. Le gouvernement doit publier le contrat d'acquisition entre Timis et Cosmos. Le contrat d'acquisition entre Timis et Cosmos, comme ils ont publié les contrats pétroliers, afin que le Sénégalais lambda se fasse une religion une bonne fois pour toutes. C'est une exigence. Deuxième chose, le gouvernement doit publier le document de transfert de titres de Petrotim à Timis Corporation, ainsi que les états financiers de Petrotim
depuis sa création en 2012 jusqu'à sa vente en liquidation à Timis Corporation en 2014. Le gouvernement doit publier ces documents. Pour ce qui concerne particulièrement la cession Petro-Tim Timis, le gouvernement nous dit que Timis a racheté la société Petro-Tim. À défaut d'avoir les contrats qu'il refuse de publier, nous nous sommes évertués à chercher à travers le... donc nous distribuerons le document qui a été publié par Cosmos. Vous savez, en Amérique, il y a la transparence, ce n'est pas comme ici. Donc les informations sont publiées parce que l'argent du contribuable américain n'est jamais dépensé sans transparence. Dans notre pays, nous avons inscrit dans notre constitution le droit à l'information, mais le gouvernement n'informe pas. Et quand il informe, vous exploitez les données, ça devient un crime. Et même quelquefois, on retire les données. Vous aurez remarqué que le fameux document de programmation budgétaire pluriannuelle qui faisait mention de la fameuse dette fiscale de l'Assemblée nationale n'a pas été publié pour 2016. Depuis qu'on en a profité pour dénoncer la fraude fiscale à l'Assemblée nationale, défaut de reversement. Donc, dans ce document que nous allons vous publier, malheureusement, nous avions soumis ce document pour une traduction à quelqu'un qui ne nous l'a envoyé que tout à l'heure quand on venait, ce qui fait que c'est la version anglaise qui a été imprimée. Mais éventuellement, dans vos mails, on pourra vous envoyer la version française. Dans ce document, qu'est-ce qui est dit? Cession Petro-Tim Timis. Il est dit, attendu que, par le biais d'un acte dénommé Asset Purchase Agreement, qui signifie convention d'achat de biens ou d'achat d'actifs, le Premier ministre a, lui, ou le gouvernement, ils ont parlé plutôt de Farmount Agreement. Ces deux notions sont totalement différentes. Dans la seconde session entre Timis et Cosmos, nous sommes effectivement dans un cas de Farmount Agreement. Mais dans la session entre Petro-Tim et Timis, le document qui est là et qui finit par donner la nouvelle répartition des parts entre Petrosen, qui a 10%, Timis Corporation, qui a 30%, et Cosmos Energy, qui a 60%, dans ce document, dans la version anglaise, il est dit, mon anglais est très mauvais, mais il est dit dans ce document, whereas through a deed called Asset Purchase Agreement dated 3 juillet 2014, Petro-Tim transferred to Timis Corporation Ltd a participating interest equal to 90%, all of is participating. Le document, il est très clair. Ici, on a utilisé le terme Purchase Agreement. Et dans la seconde transaction, on dit, considering further that by the deed referred to as Farmount Agreement, là, entre Timis Corporation et Cosmos, on parle de Farmount Agreement. Le gouvernement a passé sous silence la nature de la première transaction, qui est une cession d'actifs. Farmount Agreement veut dire un contrat d'affermage. J'y reviendrai. Alors que, dans le cas de la première transaction, on a dit, par le biais d'un acte dénommé Asset Purchase Agreement, qui signifie convention d'achat de biens, datant du 3 juillet 2014, Petro-Tim a transféré à Timis Corporation un intérêt de participation égal à 90%, ou l'ensemble de ces intérêts de participation contenus aussi bien dans les contrats que dans les accords. Ici, on est en phase d'une cession d'actifs qui est assujettie à l'impôt au Sénégal. Ce que nous avons dit depuis le début. L'amalgame qu'ils ont essayé de
d'en tenir, c'est à 2 ou 3 niveaux. D'abord, c'est de qualifier cette opération de contrat de fermage. Et même si c'était un contrat de fermage, le contrat de fermage, c'est 2 aspects. C'est d'abord un peu l'engagement qu'on peut prendre de respecter l'engagement d'investir de l'entreprise qui cède, mais il y a toujours une autre partie où c'est un cash qu'on donne à l'entreprise qui cède. Donc il y a une partie vente et une partie engagement à investir. Mais la première manœuvre, c'était ça. Et vous aurez remarqué que dans la déclaration du gouvernement également, on nous dit que, même dans le second cas, c'est-à-dire dans le cas de la cession entre Timis et Cosmos, on nous dit qu'il n'y a pas d'impôt parce que les 200 milliards, c'est un engagement d'investir. Ce qui est contradictoire, parce que 200 milliards, c'est 400 millions de dollars. Or, le même gouvernement, dans la même déclaration, revient nous dire que Timis s'était engagé à investir 100 milliards, mais quand il a revendu à Cosmos, le gouvernement a imposé à Cosmos d'investir 250 millions de dollars, ce qui ne fait pas les 400 millions de dollars, les 400 millions de dollars qui ont été versés. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est pour vous dire que contrairement à ce que le gouvernement dit, cette transaction est imposable au Sénégal intégralement. Ce que le gouvernement maintenant doit faire, c'est, puisqu'on est à l'ère de la transparence, subitement, le gouvernement n'a qu'à produire les contrats de cession, puisque ce qu'il vous a produit ne sert à rien. Dans les documents qui ont été produits, que ce soit les accords ou les contrats, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas. Par exemple, les engagements d'investir n'y figurent pas. Ça ne figure pas dans ces documents-là. Et dans les jours à venir, vous verrez des publications sur la nature probante d'ailleurs de ces documents. Ce n'est pas nous qui les faisons, il y a des spécialistes qui y travaillent et qui vous démontreront que, en tout cas, il y a à douter la nature probante des documents qui ont été produits. Donc sur certains, vous ne retrouverez même pas de signature. Donc, ça c'était la manœuvre. Maintenant, les questions que nous nous posons. Quelle est la validité juridique du contrat qui sous-tend les décrets signés? Les décrets signés, notamment le décret 2012-596 et le décret 2012-597 du 19 juin, qui ont approuvé l'accord qui a été fait par le précédent régime. Parce que dans le dossier Petro-Tim, ce qu'il faut retenir, il y a eu un accord entre Petro-Tim et l'ancien régime. Mais en la matière, l'accord n'est pas la date d'effet. Ce que le code pétrolier dit et ce que les contrats disent, c'est que c'est à partir de la signature du décret que les choses prennent effet. Donc l'accord n'était pas important en tant que tel. Mais quand il y a eu l'accord entre Petro-Tim et le défunt régime, Tullow Oil a attaqué cet accord-là et l'IGE avait été saisi. Et l'IGE a fait un rapport. Demandé au gouvernement de publier le rapport de l'IGE. Qu'est-ce qu'il avait dit sur l'accord? L'IGE avait considéré que l'accord n'avait pas respecté le code pétrolier. Pourquoi donc s'est-on empressé de signer un décret sur la base d'un accord irrégulier? Et entre-temps, il y a eu l'entrée en scène de notre nouveau pétrolier, Ewing comme l'appelle Doudou Wade, qui subitement est devenu l'ami de tout le monde. On nous dit, oui, tel est mon ami, tel est mon ami. Subitement, on devient l'ami de tout le monde et on se retrouve au cœur du pétrole. Et vous remarquerez que les décrets ont été signés, notez bien la date, le 19 juin 2012, et la fameuse société Sahel Aviation a été créée le 20 juin 2012. Et notre nouveau magnat du pétrole en est actionnaire cette fois-ci. Il ne dit plus qu'il est gérant. Et même, je crois que les gens méconnaissent la définition du gérant. Je vais vous lire tout à l'heure ce que l'OHADA dit du gérant. Donc, qu'est-ce qui a motivé cet empressement à signer ce décret? Étant entendu que des concurrents avaient attaqué l'accord qui a été fait entre Petro-Tim et
le régime du président Abdoulaye Wade, et qu'un rapport était en cours et ce rapport disait que cet accord a violé le code pétrolier. Qu'est-ce qui pouvait motiver l'empressement à signer ces deux décrets qu'on ne publie pas jusqu'à présent? Pourquoi ils ne sont pas publiés? La deuxième question, quel montant Petro-Tim s'était engagé à investir pour qu'on lui donne ces deux blocs, qui sont les blocs les plus importants? Nous avons des informations à partir de la déclaration du gouvernement qui vous a été faite que Timis s'était engagé à investir 100 millions de dollars. Et que, d'un autre côté après, Cosmos, qui a acheté 60% seulement, s'est engagé à investir 250 millions de dollars. Combien est-ce que Petro-Tim s'était engagé à investir pour qu'on lui donne les puits, puisqu'on donne les informations pour les autres? Pourquoi on ne le fait pas pour Petro-Tim? Autre question. Quel niveau de réalisation de ces engagements, à quel niveau de réalisation de ces engagements était Petro-Tim lorsqu'il décidait de céder? À quel niveau de réalisation? Parce que quand on vient dans un secteur aussi stratégique, on vient, on dit j'ai les capacités, on vient montrer des engagements bancaires, des ceci, des cela. Vous prenez un engagement d'investir tant, etc. Avant de vendre et avant qu'on vous autorise, il faut qu'on évalue pour savoir qu'est-ce que vous avez fait. Si rien n'a été fait, ça veut dire que cette opération était spéculative depuis le début. Ou bien Petro-Tim n'était qu'une société écran pour quelqu'un d'autre. Qu'on nous dise combien est-ce que cette entreprise-là a investi. Qu'on nous donne aussi le prix de cession. Parce que le document est là. Il s'agit d'une cession d'actifs. Il ne s'agit pas d'un contrat d'affermage. À combien est-ce que Petro-Tim a cédé? Qu'on nous donne ces chiffres-là. Et enfin, pourquoi l'État n'a pas exercé son droit de préemption? Puisqu'en la matière, les contrats disent que lorsque une partie veut vendre, évidemment, les autres ont la primauté, ce qu'on appelle le droit de préemption. S'il est avéré que Petro-Tim donnait gracieusement, gratuitement à Timis, pourquoi l'État n'a pas préempté pour récupérer gracieusement? Gratuité pour gratuité. Autant de questions sur lesquelles le gouvernement doit répondre au peuple sénégalais et nous donner des clarifications. Mais, en tout cas de cause, le constat, c'est que cette opération, comme nous l'avons dit depuis plus d'1 an, lorsque nous adressions une lettre ouverte au DG des impôts, cette opération est passible d'impôts au Sénégal, notamment d'impôts sur les sociétés que Petro-Tim devait payer et de droits d'enregistrement que Timis doit payer. D'ailleurs, vous aurez des aveux, un autre aveu dans la déclaration du Premier ministre. Le gouvernement, du moins, ils vous disent, je cite, mieux, pour le secteur pétrolier et minier, ces exonérations ont été fortement rationalisées et ne concernent, pour les phases recherche ou développement, que les opérations strictement pétrolières ou minières. Désormais, les mutations de propriété ou de jouissance des titres miniers, lesquels s'entendent de tout droit d'exploration, d'exploitation et autres autorisations présentant un avantage économique accordés dans le domaine des mines ou des hydrocarbures au Sénégal, sont appréhendés à l'impôt aussi bien chez le cédant que chez le cessionnaire. Aussi, si ces cessions avaient été régies par le nouveau code des impôts, elles auraient été taxées. Mais ces cessions sont régies par le nouveau code. Vous savez, entre le nouveau code général des impôts et des domaines entré en vigueur le 31 décembre 2012 et l'ancien, il n'y a aucune différence sur la fiscalisation de ces produits. Parce qu'avant le 31 décembre 2012, les dispositions fiscales concernant ce secteur étaient dans le code minier. Or, l'article 48 du code minier qu'ils ont cité a exclu ces opérations-là du bénéfice de l'exonération. Il n'y a aucune différence. Le code actuel n'a rien changé au dispositif. On avait voulu changer parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait de la fraude fiscale massive sur les titres miniers et maintenant les titres minéraux sur l'international où des gens, des spéculateurs,
se passer les titres de mai à mai sans qu'on en tire les conséquences fiscales au Sénégal. Et on avait proposé une nouvelle rédaction de ce dispositif-là. J'aurais pu vous le lire, mais je vous donnerai la disposition parce qu'elle a été sortie après, sur la pression d'ailleurs de ces multinationales. On ne l'a pas validée dans la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Mais on avait dit, même si l'entreprise qui cède un titre minier sénégalais et l'entreprise qui l'achète sont toutes deux de nationalité étrangère, l'impôt est dû. Et on proposait un impôt, une taxe sur la plus-value au taux de 20%. Le dispositif, il est là. Parce que nous avons travaillé sur ce projet de code général des impôts. Mais ça n'avait pas été retenu. Donc, ce qui veut dire que si tous ceux qui vous disent que cette opération n'est pas imposable, nous avons dit, venez, on fait un débat public. C'est simple. Ils ont des fiscalistes, nous avons des fiscalistes. On n'a qu'à faire un débat public. Cette opération est fiscalisable et nous maintenons notre demande, adressée cette fois-ci au gouvernement. Nous l'avions adressée dans un premier temps au directeur général des impôts et domaines, il y a 1 an et demi. Ensuite, il y a 1 ou 2 semaines, en répondant au ministre de l'économie et des finances, nous avons réitéré cette demande. Maintenant que c'est le gouvernement qui sort, nous réitérons la même demande. Ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour que l'argent du Sénégal rentre dans les caisses, parce qu'on ne peut pas donner des biens du Sénégal dans des conditions opaques et ensuite que des gens se fassent des milliards sans même payer 1 franc d'impôt au Sénégal. C'est inadmissible. Et tous ceux qui auront fermé les yeux jusqu'à la date de forclusion, vous savez, en matière fiscale, la forclusion est de 4 années. Je rappelle que les transactions datent de juillet et d'août 2014. Si ça fait 4 ans, ces forclos, on ne peut plus les récupérer. Et ce sera la responsabilité de ceux qui, en toute connaissance de cause, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, ça, c'est par rapport à la première session. Maintenant, la deuxième session, qu'on nous a servi avec la notion de farmer agreement, etc., c'est la seconde session entre Timis et Cosmos. Mais il y a beaucoup de questionnements. Petrotim a cédé ses parts, ses 90%, le 3 juillet. 1 mois, 16 jours plus tard, vous avez un bloc pétrolier. Même si vous êtes une entreprise étrangère, on vous dit dans un délai de 3 mois, il faut créer une entité sénégalaise. Et ça nous aurait permis d'aborder un peu mieux la question de la fiscalité. Sur quelle base est-ce qu'on a autorisé cette seconde session-là? Et ça, c'est de la spéculation. Quelqu'un qui veut investir, exploiter, mettre des plateformes pétrolières, n'achète pas et ne revend pas dans un délai d'1 mois quand même. C'était cousu de fil blanc. Ça veut dire que le destinataire final de l'affaire, ça n'a jamais été Petrotim. Et ces opérations le démontrent. Alors, on nous parle de Farm Agreement datant du 19 août, ainsi de suite. La définition de Farm Agreement, c'est, en termes clairs, le farm out ou le farm in, selon celui qui vend ou celui qui achète, revêt la possibilité d'un échange de liquidités cash. En plus de l'assignation des coûts de travaux, dans le cas d'espèces, le montant global de la transaction étant de 200 milliards, donc 400 millions de dollars, et dans la déclaration lue à la presse, il apparaît que Cosmos s'est engagé à investir 125 milliards, soit 250 millions. Donc, les 75 milliards de francs représentant normalement le cash versé à Timis. C'est ce qui contredit la déclaration du gouvernemental d'ailleurs qui affirme que la transaction s'est faite gratuitement. Parce qu'on nous dit qu'entre Timis et Cosmos aussi, la transaction s'est faite gratuitement. Vraiment. Mais même des chemises ne se donnent pas gratuitement. Un bloc de pétrole. Tout est gratuit dans ces trucs-là. Mais on n'a qu'à m'en donner, puisqu'on donne gratuitement. Et si c'était donné gratuitement, pourquoi ici aussi l'État n'a pas préempté? Puisque même si l'État n'a pas les moyens, comme ils le disent, d'investir énormément de milliards, ce que nous protestons, nous, et je vais le démontrer après. Mais qu'est-ce qui les empêche de préempter et de trouver, puisque maintenant tout le monde s'intéresse au pétrole sénégalais, de trouver un acquéreur qui va investir peut-être 500 millions de dollars ou 1 milliard de dollars?
Mais laissez entre des privés qui spéculent gratuitement. Dans ce domaine, la gratuité n'existe pas. Fiscalement, même si on disait que c'est gratuit, on évalue à peu près par la méthode de la comparaison et on tire la conséquence fiscale. Après, entre les deux, s'ils veulent, ils disent « Maïnalako ». Donc, si on vous dit que c'est gratuit, nous ne sommes pas d'accord. Mais on nous dit que tout est gratuit dans ce pays-là. L'eau n'est pas gratuite, mais le pétrole est gratuit. Alors, donc, les questions qu'on se pose, là également, c'est pourquoi et sur quelle base le ministre des Mines a autorisé cette transaction? Il est clair que la transaction entre Petrotim et Timis relevait d'une simple spéculation sur les titres sénégalais, puisque cette dernière a revendu les 60% moins de 2 mois après. Timis a-t-elle créé une société de droit sénégalais avant de revendre comme l'exige la législation? Et pourquoi l'État n'a pas exercé son droit de préemption? Alors, cette même situation, puisqu'en fin du document, on nous dit, oui, je cite dans le document, j'aurais pu évoquer ici les cessions de droits et d'obligations de travaux opérés sur le bloc Sangomar Offshore profond, où la compagnie Hunt Oil avait été rejointe par la société australienne Phare, elle-même rejointe par la suite par Kern Energy et ConocoPhillips. Et toutes ces opérations obéissent exactement aux mêmes règles. C'est des opérations qui sont fiscalisables et fiscalisées. L'État du Sénégal est en train de faire perdre énormément d'argent au peuple sénégalais sur la base de ces opérations-là, qui se transmettent de mai à mai comme on veut. Donc toutes ces opérations sont assujetties au Sénégal aux impôts et taxes. Nous le maintenons, nous le réaffirmons et nous exigeons un débat public. Le ministre de l'Économie et des Finances est un fiscaliste. Le ministre du Budget en est un, même si après il est passé à l'IGE. Le ministre de l'Intérieur en est un. Le directeur général des impôts et domaines en est un. Le directeur des services régionaux, qui est éminent membre de l'APR, en est un. Et ils ont tous le droit de se prononcer d'ailleurs sur les questions fiscales et tout, mais ils n'ont pas violé d'obligation de réserve, parce qu'ils sont là où c'est vert. Bref, nous réclamons l'ouverture d'un débat. Il faut que ça finisse. À défaut, considérez que tout ce qui vous a été dit, c'est de la poudre aux yeux. Nous insistons. En conclusion, j'ai parlé déjà de l'exigence de PASTEF pour un débat, puisque ces questions-là, nous considérons que c'est important pour l'avenir de ce pays, parce que, à coup sûr, toute cette manne financière qu'on est en train de perdre aurait pu permettre au pays de se doter de plus de moyens pour construire des salles de classe à la place des 6 000 abris provisoires, des hôpitaux. On nous dit chaque jour, tel hôpital, il n'y avait qu'une seule machine de ceci, c'est en panne. Tel hôpital, il n'y a pas de place. Tel malade, on l'a mené ici, il n'y a pas de place. Finalement, entre les hôpitaux, il est mort. De construire de bien équiper ces hôpitaux, de faire des prisons décentes et d'améliorer le cadre de vie des Sénégalais simplement. Aussi, PASTEF qui assume son patriotisme, nous l'assumons. Nous n'avons jamais réclamé le monopole du patriotisme, mais nous assumons notre patriotisme. Sans en revendiquer l'exclusivité, soumet des propositions concrètes afin que les ressources minérales du Sénégal soient pleinement profitables à tout son peuple. Les propositions que nous faisons pour une gestion profitable des ressources pétrolières, gazières et minières du Sénégal sont de l'ordre de 15 points. D'abord, renforcer la transparence du mécanisme d'attribution des titres sur les conditions techniques et financières des entreprises, sur l'engagement à investir, ainsi de suite, avec l'implication du Parlement et d'observateurs de la société civile. Je ne parle pas de l'ITIE, l'ITIE est mal parti, logé à la présidence de la République. Je n'accorderai pas de grand crédit aux rapports qui sortiront de ces organisations. Deuxièmement, renforcer la transparence et le contrôle a posteriori des autorisations de transaction. Troisièmement, appliquer le dispositif fiscal pour les cessions, le renforcer pour les spéculations et le généraliser même pour les cessions entre entreprises non domiciliées au Sénégal. Quatrièmement, appliquer des sanctions pénales et pécuniaires pour les complicités administratives
notamment lors des cessions, immédiatement après acquisition, sans même créer une société de droit sénégalais. Cinquièmement, renforcer la transparence sur les sommes versées à Petrosen, puisque vous savez que la déclaration du gouvernement a dit même que maintenant ils ont instauré un montant forfaitaire de 500 000 $ comme ticket d'entrée. Et c'est versé à Petrosen. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces sommes-là? J'ai ici un document concernant une de ces entreprises où on dit, voilà ce qui est versé à Petrosen. Loyer superficiaire, 214 000 $. Frais de formation du personnel, 600 000 $. Soutien aux actions sociales, 750 000 $. Logiciel Petrosen, 150 000 $. Ce qui fait que sur les 3 ans, cette entité a versé quasiment, plus les dépenses de recherche, c'est-à-dire l'engagement minimal de dépenses, a versé 25 435 000 $. 25 435 000 $ à Petrosen. Ce qui fait combien de milliards? Je crois que ça fait minimum quelque chose comme... Non, ça fait beaucoup plus de 2 milliards. Il faut calculer ça. Oui. Maintenant, où vont ces sommes-là? Quelle est la nature juridique de Petrosen? Est-ce que c'est de la parafiscalité? Nous n'avons aucune information. J'ai même fait des recherches sur le net. Une entreprise aussi importante n'a même pas de site internet pour qu'on sache exactement c'est quoi. Donc, renforcer la transparence sur les sommes versées à Petrosen. Et en 6e point, former les administrations, notamment les administrations financières, impôts et domaines et douanes, au métier du pétrole. Le pétrole, c'est un métier. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Puisque les métiers du pétrole ne se limitent pas qu'à la production de carburant automobile, mais englobent aussi la fabrication et la commercialisation de différents produits pétroliers, tels que la paraffine, l'huile bitume, l'huile, le bitume, mais aussi du gaz, du pétrole liquéfié, notamment le gaz butane et propane, et du carburant d'avion, sans oublier le secteur de la pétrochimie, avec les plastiques. À titre d'exemple, l'entreprise Total emploie 95 000 collaborateurs qui exercent plus de 500 métiers. On dit qu'il y a plus de 1000 métiers qui peuvent sortir du pétrole. 500 métiers rien que pour l'entreprise Total. Les métiers au sein de cette entreprise sont variés. Il y en a plus de 500. Certains métiers sont techniques, géologues, ingénieurs forage, ingénieurs raffinage, avitailleurs, logisticiens. D'autres sont commerciaux, les traders, les délégués commerciaux, les gérants de stations-service, les chefs de produits. Et enfin, d'autres sont des métiers supports tels que les financiers, les informaticiens, les ressources humaines, les assistants, les chargés de communication. Bon, je crois qu'il y a même des journalistes spécialisés dans le pétrole. C'est un métier du pétrole. Bref, le pétrole est ce qu'on a en commun. Ce qu'ont en commun, pour vous dire un échantillon, énormément de produits que nous consommons. Ce qu'ont en commun, par exemple, le rouge à lèvres. Mesdames, rassurez-vous, je ne lorgne pas les vôtres. Le goudron, un boîtier de CD, des médicaments, le carburant pour nos voitures, des couches culottes pour les bébés, le chewing-gum, tout ça prend du produit pétrolier. Alors, ce qui nous amène à la 7e proposition, il faut que cette manne qui émane de ces entreprises-là soit utilisée pour former au métier du pétrole et du gaz dans un pays où on a un sérieux problème d'emploi. Le chômage est endémique. Il faut réorganiser, réorienter les profils et former à ces métiers du pétrole et du gaz où on peut avoir des milliers d'emplois. Je me suis amusé à chercher dans tous les sites du gouvernement. Je n'ai eu qu'un document qui parle de formation au métier du pétrole. C'était la former des pompistes. Des pompistes. C'est la vision qu'en ont nos gouvernements. Parce que l'approche que nous avons de nos matières premières, c'est de les extraire et de les vendre bruts. C'est ce qu'on fait avec l'or, le fer, le poisson. Au lieu de les transformer, de créer de la valeur ajoutée, en plus des emplois, d'exporter et de faire venir des devises dans ce pays-là. Manque de vision. 8e proposition, développer toutes les filières professionnelles découlant du pétrole et des produits dérivés. 9e proposition, encadrer et orienter vers une industrie nationale de production des matériaux et logistiques nécessaires à l'exploitation pétrolière. 10e proposition, renforcer et bâtir une société nationale pétrolière forte. Vous savez, tous les pays qui ont bénéficié de leur manne pétrolière
ont eu une société nationale forte. C'est Petrobras en Brésil, c'est Aramco en Arabie Saoudite, c'est Sonatek en Algérie. Et par contre, tous les pays qui n'en ont pas bénéficié, Gabon, Congo, Nigeria, c'est nous quoi, les Africains, c'est le contraire. Il faut renforcer la société nationale et la doter de moyens et lui permettre progressivement d'avoir des ambitions dans la sous-région et ailleurs, parce que les autres viennent ici pour s'imposer. Renforcer les capacités de raffinage pour autonomiser la consommation nationale et exporter et privilégier la cession des produits bruts pour la consommation nationale. Il est paradoxal qu'au moment où on découvre du pétrole, on nous annonce que le gouvernement veut vendre ses parts à la SAR. Pendant 56 ans, nous n'avions pas de pétrole, nous avions une raffinerie. Maintenant, on trouve du pétrole, on nous dit qu'on veut vendre nos parts dans la raffinerie. Quelle est la logique qui sous-tend ces préoccupations-là? Si ce n'est éventuellement de les mettre encore entre les mains d'un faux investisseur national ou je ne sais pas. Nous pensons qu'il faut renforcer ça. Privilégier des études d'impact sérieuses et instaurer la responsabilité sociale d'entreprise. Vous savez, ce qu'on dit ici, c'est valable pour tous les autres produits. Prenez le zircon, c'est un produit dangereux qui atteint rapidement la nappe phréatique, qui la rend impropre à la consommation. Il faut aujourd'hui développer les questions environnementales pour accompagner tout ça et la responsabilité sociale d'entreprise également. 13e proposition, envisager des schémas qui accroissent progressivement les parts de l'État, notamment par l'exercice du droit de préemption, particulièrement lorsque les réserves sont confirmées. C'est le cas actuel d'ailleurs de la cession envisagée des 35% détenus par ConocoPhillips dans 3 blocs, notamment Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond, au prix de 430 millions de dollars, c'est-à-dire 215 milliards. Sur ces blocs-là, on est sûr maintenant qu'il y a du pétrole. Et l'entreprise dit, je veux me retirer parce que je veux me concentrer maintenant sur l'Amérique. Pourquoi l'État du Sénégal n'exerce pas son droit de préemption? Qu'on puisse avoir au moins une plateforme 100% nationale. Il suffit de réorienter un certain nombre de dépenses, inutiles d'ailleurs, qu'on emploie à autre chose. 4e, veiller rigoureusement au respect de la quote-part de l'État, notamment par la formation de contrôleurs spécialisés et la mise en place d'un dispositif anticorruption. Vous savez, nous ne voulons pas que le syndrome des bateaux de pêche se reproduise. Aujourd'hui, il y a des bateaux-usines qui croisent au large de nos côtes, qui prennent tout ce qu'ils veulent, et on n'a même pas les moyens de contrôler est-ce que les stocks, les quantités sont respectées, est-ce que les qualités ou les spécimens sont respectés. Rien. Aujourd'hui, nous sommes tous ici. On va nous dire qu'il y a une plateforme à 50 km de nos côtes. Les tankers vont venir accoster, on leur met dans le pipeline et puis ils s'en vont. Aucun Sénégalais aujourd'hui n'a les moyens de savoir est-ce qu'effectivement, quelles sont les quantités qui ont été prélevées et est-ce que les 10% du Sénégal ont été acheminés au Sénégal ou si ça a été vendu, est-ce que c'est venu dans nos caisses? Il faut un dispositif sérieux avec des contrôleurs bien formés, mais un dispositif anticorruption. Et enfin, 15e proposition, maintenant que l'existence de réserves sérieuses en gaz et pétrole est avérée, revoir à la hausse les tickets d'entrée. 500 000 $, c'est très peu. Il faut revoir à la hausse ces tickets d'entrée et les montants qui peuvent en tirer pourront être orientés évidemment vers ce que j'ai dit, la formation, l'encadrement, mais également que l'État se donne progressivement les moyens de prendre le plus de parts ou avoir des blocs entièrement nationalisés qui profitent au peuple sénégalais. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes.